Bonjour à tous, merci d'être venus en présentiel et en distanciel. Donc, alors qu'il y a diverses études qui montrent l'impact positif des haies sur les cultures, en fournissant notamment un abri naturel face à l'érosion du vent, on observe en France une réduction du linéaire de haies de 23 500 km par an, selon un calcul réalisé par la fac Agroforesterie. Et c'est dans ce contexte que s'est réalisé mon stage qui porte du coup sur la caractérisation de l'effet brise-vent des haies par télédétection optique et LIDAR, réalisé dans le cadre de mon master de cinéma et encadré par Marc Lang et David Chiren. Donc du coup, mon stage s'est réalisé au sein de l'UMR d'Inafor sur le site de l'Agro Toulouse et il s'intègre précisément dans le projet Arboréole qui vise en fait à générer des connaissances sur l'influence des haies sur les cultures et précisément sur l'action 2 de ce projet, donc sur l'étude de l'effet des haies sur les performances agronomiques. Donc ce projet s'est focalisé sur une zone d'étude, la plaine de Valence. C'est une zone dans le nord-est de la Drôme qui fait plus de 1000 km². Elle est caractérisée principalement par des cultures céréalières. Non, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails du stage. En fait, la question qu'on s'est posée, c'est comment se caractérise l'effet brise-vent des haies sur les cultures. Donc pour ça, on peut relever 4 grandes étapes nécessaires pour répondre à cette question. Je fais un petit schéma. Donc la première, en fait, c'est la constitution d'un jeu de données sur les haies pour calculer en fait l'effet brise-vent sur ces haies-là, avec en parallèle l'estimation des rendements. Et une fois qu'on a calculé l'effet brise-vent et estimé les rendements, il est possible d'analyser le lien entre les deux par une analyse statistique. Mais avant d'aller plus loin, il est nécessaire de savoir les connaissances scientifiques actuelles sur le sujet pour comprendre les choix qui ont été faits au cours de ce projet. En fait, tout d'abord, sur la constitution d'un jeu de données sur les haies, en France, on a des bases de données qui existent. Il y a la BD Topo, c'est la base de données la plus complète, et elle recense les haies de manière complémentaire, sous forme linéaire et surfacique. Sauf que David Chiren nous explique dans sa publication de 2024 qu'elle est assez limitée. C'est une base de données en fait où on n'est pas sûr forcément de son actualisation et elle intègre plusieurs sources de données aux définitions hétérogènes de la haie. Donc c'est assez limitatif et c'est pourquoi EdgeTools a été développé au sein du laboratoire. Donc c'est une extension qui permet d'extraire les haies, bien que ce ne soit pas son but principal et c'est pour ça que ce volet nécessite d'être amélioré. Elle permet de caractériser les haies, savoir connaître leur hauteur, leur largeur et leur direction. Donc EdgeTools sera utilisé dans ce projet. Pour ce qui est du calcul de l'effet brisant, il y a des modélisations qui existent. En fait, ça permet de s'affranchir des mesures de terrain et de pouvoir spatialiser l'effet brisant à large échelle. Donc, parmi les différents modèles, on peut citer le modèle WELS, qui a l'avantage par rapport aux autres de ne pas nécessiter de calibration et requiert peu de paramètres de haie. Il nécessite la hauteur, la largeur, la direction et la porosité. Donc là, j'ai mis la modélisation de l'effet brisant selon ce modèle. Donc, on peut voir que l'effet brisant commence en amont de la haie, qui débute donc au zéro, et atteint la protection maximale entre 0 et 5 hauteurs de haie à l'aval, avant de retrouver progressivement sa vitesse initiale. Dans la publication de Vigiac en 2003, il y a un shelter index qui est proposé. Ça, c'est différent. En fait, ça se base sur le facteur de réduction qui est théorique, qui se base que sur les haies, et en fait, il vient le pondérer par des données de vent climatologique. Donc ça donne un effet brise-vent effectif et c'est ce qui sera utilisé pour estimer l'effet brise-vent. Pour l'estimation des rendements, au vu de la zone d'étude, il est nécessaire de les estimer à large échelle. Et pour ça, en fait, différentes études ont montré des corrélations fortes entre indice de végétation issu de télédétection et des rendements prélevés par machine agricole. On obtient par exemple un coefficient de détermination entre le NDVI et le rendement, entre 0,6 et 0,9 selon les études. Donc le NDVI peut servir de proxy pour estimer la productivité agricole et il sera donc utilisé. Enfin, pour la question qui nous intéresse le plus, sur la caractérisation de la relation entre ces variables, en fait, elle a été très peu étudiée à large échelle dans la littérature scientifique. En fait, beaucoup se sont focalisés sur l'estimation des bénéfices agricoles à l'échelle d'un champ, par exemple. Ils ont prélevé de la matière sèche à différents transects, à différentes distances de la haie, mais très peu ont quantifié en fait, ce lien et l'ont estimé à large échelle. Une seule l'a fait, de Zheng et al. En 2016, mais leur résolution d'analyse était de 1 km, ce qui n'est pas très précis, on voulait être plus précis. En tout cas. Donc c'est quelque chose qui a été très peu fait dans la littérature scientifique. Donc nous, en fait, on s'est posé deux questions. Quelle est l'influence de la proximité spatiale à la haie? Et pour ça, pour chaque pixel, on a étudié la relation distance à la haie et le NDVI. Et est-ce que cette influence est liée spécifiquement à l'effet brise-vent? Et là, on a étudié la relation shelter index, donc l'effet brise-vent effectif, et le NDVI.
on a retenu deux échelles, l'échelle globale, donc de toute la zone d'étude, et l'échelle parcellaire, où chacune de ces deux paires de relations a été analysée au sein de chaque parcelle. Donc, pour ce qui est de la constitution d'un jeu de données sur les haies, FFmpeg a donc été utilisé. À la base, je me suis quand même servi des données LIDAR HD, donc c'est des nuages de points qui permettent de reconstituer un environnement en 3D. Et ils ont été filtrés pour ne garder que les points de végétation, exportés en format raster et vectorisé. En fait, ça permet d'obtenir un couvert végétal. Ces trois étapes permettent d'obtenir en fait, un couvert végétal sous forme de polygones exploitables sur QGIS. Et la suite des traitements se réalise via EdgeTools, qui propose une simplification des géométries et une classification du couvert végétal. Et c'est cette étape-là, justement, qui pose problème, parce qu'on a constaté qu'elle n'était vraiment pas satisfaisante. Là, ici, j'ai mis les résultats obtenus avec les paramètres par défaut de EdgeTools. Il y a énormément de faux positifs. Par exemple, la végétation dans le cercle A semble linéaire, mais fait plus de 50 mètres de large, donc ce n'est pas une haie. La végétation dans le cercle B n'a même plus sa forme linéaire, et la végétation dans le cercle C correspond à des cultures. Donc, c'était vraiment pas satisfaisant. Il est nécessaire de l'améliorer. Pour ça, il y a deux filtres qui ont été ajoutés. Un filtre sur la compacité de l'emprise, c'est-à-dire est-ce que l'emprise se rapproche d'un carré parfait, et dans ce cas-là, ce n'est pas une haie, ou alors est-ce que l'emprise est allongée, et en complément, le rapport de l'air sur l'aire de l'emprise. Ça permet juste de vérifier que le polygone à l'intérieur occupe ou non la place de son emprise. Dans le cas des haies en T, par exemple, l'emprise aurait été carrée, mais ça reste des haies. Donc ça permet de ne pas retirer ces éléments de l'analyse. Ça, je vais passer sur l'analyse de sensibilité. Donc au final, ce qu'on obtient, c'est un résultat beaucoup plus satisfaisant. On peut voir qu'il y a une atténuation des faux positifs, notamment les végétations dans le cercle A, B et C, mais ça reste une méthode qui est perfectible. Il y a toujours de la végétation qui correspond à des cultures qui restent identifiées en haies, et il y a cette végétation-là dans le cercle noir qui reste identifiée et qui ne semble vraiment pas linéaire. Mais ça propose tout de même un résultat plus satisfaisant que les paramètres par défaut. Aussi, une proposition de segmentation des haies en fonction homogène a été proposée. Et ça vient vraiment pallier un manque de EdgeTools qui propose trois types de segmentation. En fait, EdgeTools propose de segmenter les haies par intervalles réguliers, par exemple tous les 10 mètres, par orientation, si par exemple une haie fait un angle droit, ben on coupe pour faire deux haies, et par interface, en fonction des cultures adjacentes. Mais par exemple, s'il y a un tronçon de haie qui englobe des arbres avec des hauteurs différentes, ben le shelter index calculé ne sera pas cohérent. Oui, j'ai remis ici pour rappeler un petit peu le shelter index. On voit qu'il est spatialisé en fonction de la distance à la haie qui est exprimée en hauteur de haie. Donc la hauteur, par exemple, influence grandement sur la protection qu'offre le vent. Il est nécessaire d'avoir des tronçons homogènes, avec des caractéristiques homogènes. Donc pour ça, un nouvel algorithme a été proposé. Il se base sur les haies issues de EdgeTools. Ensuite, un découpage par intervalle régulier qui était déjà possible via l'extension a été fait tous les 20 mètres. Et les paires de polygones ont été comparées 2 à 2. Si la différence de hauteur moyenne est inférieure à 3 mètres, les polygones sont fusionnés. Ça montre qu'en fait, ce sont des polygones qui sont similaires et ça ne sert à rien de faire deux polygones différents. Et ce, jusqu'à ce que plus aucune fusion ne soit possible. Donc là, j'ai mis les résultats. On peut voir ici, à la base, deux haies issues de EdgeTools, donc la haie du bas et la haie du haut, et la nouvelle segmentation proposée en bleu. Donc on peut voir que c'est satisfaisant. Par exemple, l'algorithme a bien détecté une différence entre la haie A à 4,60 m de hauteur moyenne et la haie B à 15,80 m. On peut le voir visuellement avec le modèle numérique de Canopé en dessous. De même entre la haie B et la haie C. Mais cette segmentation semble légèrement décalée par rapport à la rupture visuelle. Et en fait, ça c'est lié au pas tous les 20 mètres qui détermine en fait là où on va couper. Pour être plus précis, on aurait pu faire un pas plus petit, mais ça aurait augmenté considérablement le temps de calcul, donc on est resté sur 20 mètres. Ensuite, il y a aussi des segmentations qui ne sont pas très cohérentes, comme la haie G et la haie H, où visuellement, en tout cas, on ne voit pas forcément de rupture visuelle. Donc ça montre que ça reste une méthode perfectible, mais qui propose quand même une segmentation plus cohérente que ce qui était proposé jusqu'à présent. Donc, une fois... Ah oui, j'avais mis pour mieux les identifier. Une fois qu'on obtient donc notre jeu de données, il est possible de calculer l'effet brisant. Donc ça, c'était une étape assez rapide à implémenter, puisque en précédent stage, j'avais abouti à une extension qui spatialisait le facteur de réduction. En fait, il fallait juste ajouter les étapes pour ajouter la pondération et obtenir le shelter index. En fait, le shelter index, il se base sur deux données. La vitesse moyenne du vent et le ratio, enfin la vitesse moyenne dans une direction et le ratio du nombre d'heures
dans telle direction, dans lequel le vent souffle dans telle direction par rapport au nombre d'heures totales. J'ai représenté ces trois variables sur des rosées des vents. Donc on peut voir par exemple que pour cette station, beaucoup de vent vient d'ouest, mais il y a très peu de vent sur l'axe nord-sud. En fait, ça se répercute sur le facteur de pondération, le facteur de poids, qui est quasiment nul sur cet axe-là, justement. Donc ça, c'est des données qu'on peut obtenir facilement, puisqu'elles sont produites par Météo France, elles sont en open source. Donc voilà ce que ça donne, un shelter index spatialisé. Donc c'est sur des haies théoriques, mais qu'on a placé proche de la station de mesure que j'ai présentée précédemment. Et on peut tout de suite voir les facteurs qui influencent la protection du vent. Par exemple, sur la haie A, on voit que l'angle d'incidence, comme elle n'est pas perpendiculaire au nord-ouest, elle propose une protection moins importante. La haie C a une porosité plus faible, je ne suis pas rentré dans le détail, on pourra peut-être y revenir plus tard, mais le PAD, on a utilisé le PAD, c'est une mesure de structure végétale, et cette dernière a donc une porosité plus faible et propose une protection moins importante que la haie du dessus. Et enfin, la haie D, qui est perpendiculaire au vent sur l'axe nord-sud, propose une protection quasiment nulle. Ça montre tout l'intérêt du shelter index, c'est que ça ne sert à rien de calculer un effet brise-vent là où il n'y a pas de vent. Donc, une fois qu'on a obtenu notre effet brise-vent, il est possible d'estimer le rendement. Donc ça, c'est pareil, c'était assez rapide à implémenter, puisque une bibliothèque Python interne développée par Lucas, Spectra Indice, permet déjà de récolter les images satellites depuis des catalogues de données en ligne et de calculer les indices. Il a tout de même fallu choisir quel type de culture, parce que chaque culture a des stades de croissance différents. Donc nous, on a choisi le blé dur et le blé tendre, puisque ce sont les cultures majoritaires dans la zone d'étude. Et on a choisi à titre exploratoire de calculer le NDVI sur la période mi-mai, enfin sur une date durant la mi-mai, puisque ça correspond à l'épiaison pour ce type de culture. Donc là où il y a le maximum de biomasse aérienne verte et où le NDVI est supposé être le maximum. Donc on a obtenu notre effet brise-vent, on a obtenu nos rendements. Il est possible maintenant de faire l'analyse entre ces deux variables. Donc je le rappelle, on s'est posé deux questions. Quelle est l'influence de la proximité spatiale à la haie et est-ce que cette influence elle est spécifiquement à l'effet brise-vent? On a mené deux types d'analyses. Une analyse des corrélations pour voir simplement si ces deux paires de variables sont corrélées ou non, et une démarche plus explicative par machine learning, c'est-à-dire quelle est la part explicative du shelter index et de la distance à la haie dans la variabilité du NDVI. Ce qu'on peut dire d'abord dans l'analyse des corrélations, c'est qu'il n'y a aucune corrélation à l'échelle globale. On obtient un coefficient de corrélation de moins 0,01, donc c'est assez faible. Ça montre qu'en fait, ça dépend des pratiques agricoles, des différentes dates de semis, donc c'était quand même assez attendu, et il est nécessaire vraiment d'étudier cette relation au sein de chaque parcelle. Donc là, ces violin plots montrent la distribution des coefficients de corrélation de l'ensemble des parcelles pour les deux paires de variables, shelter index NDVI et distance à la haie NDVI. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on obtient déjà des corrélations modérées, ce qui est un peu mieux que l'échelle globale. Pour ce qui est des corrélations positives, on obtient un coefficient médian d'environ 0,4 pour le shelter index NDVI et 0,5 pour la distance à la haie NDVI. On observe aussi, et c'est surtout marqué pour la relation shelter index, qu'on a des parcelles avec des corrélations négatives, ce qui n'était pas forcément anticipé, c'est-à-dire que lorsque la protection augmente, le NDVI diminue. Pour ce qui est de la démarche explicative, de la modélisation du NDVI par machine learning, on a fait en fait des modèles de régression polynomiale. On a regardé quel était le meilleur degré. Donc en fait, ce qui est le plus important ici, c'est de regarder le degré optimal. C'est pareil, la distribution des degrés j'ai un petit peu. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que 14% de la variabilité du NDVI est expliquée par le shelter index, 28% par la distance à la haie. En fait, ça, on peut l'expliquer parce que la distance à la haie, c'est un peu une variable inclusive. Elle inclut notamment le shelter index, qui est par définition quelque chose de spatialisé, et inclut d'autres choses qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc au final, on obtient des parts explicatives assez faibles, mais d'un autre côté, on ne s'attendait pas à ce que l'effet brise-vent explique 100% des cultures. Il y a l'ensoleillement, la pluie, donc forcément, on obtient des parts explicatives assez faibles, mais présentes. Si on analyse plus finement cette relation, là, j'ai montré du coup la distribution spatiale du shelter index en bleu et du NDVI en vert, en fonction de la distance à la haie. On observe tout d'abord que la distribution du NDVI suit parfois celle du shelter index. C'est le cas pour ces parcelles-là, par exemple, où
où le pic de NDVI est atteint globalement à la même distance que le pic du shelter index. Certaines parcelles ont également une relation complètement inverse, comme c'est le cas pour cette parcelle-là, c'est très marqué. Et enfin, on a des parcelles où les deux variables semblent être assez indépendantes, notamment pour la parcelle B juste au-dessus. Globalement, ce qu'on peut voir quand même, c'est que le NDVI est structuré spatialement. Parfois, il suit la même logique que le shelter index, parfois non. Mais il y a quand même quelque chose qui explique une structuration spatiale. Si l'on observe maintenant le shelter index en fonction du NDVI, donc là, nous avons les valeurs de NDVI et les valeurs du shelter index, on voit qu'il y a une relation qui varie vraiment d'une parcelle à l'autre. On a des courbes de régression polynomiale à des degrés très différents. On peut toutefois noter certaines parcelles avec une relation linéaire positive. C'est un petit peu ce qu'on attendait, en fait, lorsque la protection augmente, le NDVI augmente aussi de manière à peu près similaire. Mais voilà, ça montre surtout qu'il y a énormément de facteurs confondants dans cette étude, et c'est sur quoi je voulais m'attarder rapidement en discussion. On pourrait discuter beaucoup d'autres choses, comme la manière d'extraire les haies, mais ces facteurs sont importants. Cette parcelle, par exemple, on voit qu'il n'y a pas de données avant 5 hauteurs de haies. Je sais pas trop bon. On voit que cette parcelle commence à 5 hauteurs de haies. C'est là où le shelter index atteint son maximum et le NDVI le minimum. En fait, le shelter index ne se soucie pas des limites de parcelle, mais en revanche, on peut supposer ici la présence d'ornières, des itinéraires techniques, des passages de tracteurs, par exemple, qui favorisent le compactage du sol et entravent la croissance des plantes. Donc, il sera intéressant d'intégrer dans une future étude la distance aux limites de parcelle pour intégrer ce type de phénomène. Pour cette parcelle, on voit que le pic de NDVI semble légèrement décalé par rapport au pic du shelter index. Certaines études font état d'une zone de concurrence entre les haies et les cultures, parce que les haies génèrent de l'ombre et entrent en concurrence pour les nutriments. Il serait intéressant, par exemple, aussi d'intégrer des simulations d'ombrage qui pourraient être obtenues à partir de nos haies pour voir si cela a un rôle. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs au final qui brouillent l'analyse de l'effet brisant. Et si on obtient des scores plus importants de corrélation avec la distance à la haie, c'est bien parce que la distance à la haie englobe une partie en tout cas de ces facteurs, contrairement au shelter index qui est bien plus isolé. Enfin, c'est une variable qu'on a isolée. Pour conclure, c'est une démarche complémentaire par rapport aux autres recherches sur le sujet. En effet, elle s'était beaucoup attardée sur l'estimation des rendements que induisait une haie, là où nous avons quantifié le lien entre effet brise-vent et rendement. Donc, on observe au final une relation qui est présente, mais faible, entre shelter index et NDVI. Et il serait intéressant d'intégrer du coup les facteurs dont je viens de vous parler, plus d'autres dont je ne suis pas rentré dans les détails, pour obtenir des résultats un petit peu plus précis. Voilà. Merci de votre attention.